Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième table ronde de la journée. On va parler du lien entre justice sociale et végétalisation de la restauration scolaire. Voilà, c'est un sujet qui nous a semblé très très important puisque ces deux thématiques, les menus végétariens, le végétarisme et la justice sociale sont souvent opposés. Et en fait, souvent à tort, c'est ce on va pouvoir discuter avec nos trois intervenants. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir avec moi trois intervenants en pointe sur la question. Tout d'abord, Fatima Wassak, qui est parent d'élève à Bagnolet et qui s'est battue pour des menus végétariens à la cantine. Fatima, elle est aussi autrice d'un livre qui s'appelle La puissance des mères et cofondatrice du syndicat de parents d'élèves Front de Mères. Alors, le syndicat de parents d'élèves, peut-être Fatima Wassak pourra nous le présenter un peu plus en détail, mais c'est un syndicat qui lutte contre les discriminations et les violences subies par les enfants. Voilà, alors peut-être que je laisse très très rapidement la parole à Fatima pour compléter cette présentation, mais moi ce que j'ai retenu c'est aussi que Fatima propose une autre vision du féminisme et de l'écologie en lien avec la classe sociale, la question de racisme aussi. Voilà, si je vous laisse peut-être la parole vraiment rapidement pour présenter ça un peu plus en détail. Oui, juste dire déjà merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Oui, alors à propos du front de mer, juste dire que le front de mer est né de la question de l'alternative végétarienne à la cantine précisément. C'est-à-dire qu'ensuite, effectivement, on est parti sur des questions et des enjeux plus larges, donc l'écologie, le féminisme, etc. Mais c'est parti vraiment de ce problème qui était le fait qu'il n'y ait pas d'alternative végétarienne à la cantine. Et ça, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a considéré comme étant une discrimination et une inégalité de traitement à la cantine qui a conduit à une conscientisation en fait du fait qu'on n'avait pas le pouvoir de décider de ce qu'allaient manger nos enfants à midi, en l'occurrence le pouvoir de faire en sorte que nos enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré à midi. Donc c'est cette conscientisation-là et surtout c'est la lutte que l'on a menée, donc la lutte collective que l'on a menée pour voir mise en place l'alternative végétarienne à la cantine, voilà, qui nous a conscientisés sur le fait qu'il fallait nous battre en tant que parents, en tant que mères en particulier, et nous battre sur tout ce qui concernait nos enfants. Donc pas simplement l'alternative végétarienne, pas simplement l'alimentation, la nourriture, mais plus largement voilà, tout ce qui concerne nos enfants, faire en sorte qu'ils puissent voilà, grandir heureux, respectant leur dignité, etc., etc. Et donc ça nous a conduit vers voilà, la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre les violences policières, les violences interquartiers, etc., etc. Donc, voilà. Donc, une mise en lien de plein de sujets, et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Merci. Alors, deuxième intervenant qu'on est vraiment ravis d'accueillir, c'est Éric Piolle. Éric Piolle, c'est le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. C'est bien sûr le maire de Grenoble, je n'ai pas précisé le nom de la ville. Il a été élu maire de Grenoble en 2014 et réélu en 2020 avec 53% des voix. Et donc, Éric Piolle porte une écologie populaire et il a aussi mis en place 1 à 2 menus végétariens à la cantine par semaine depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. À Grenoble, les cuisiniers, ils ont reçu une vraie formation de plusieurs mois. On le sait puisqu'on suit avec l'AVF les conseillères municipales qui s'en occupent. Et donc, il y a vraiment une impulsion et une vraie ambition de mettre en place une option végétarienne quotidienne et 2 menus hebdomadaires végétariens dans les cantines scolaires, sous l'impulsion de Salima Djidel, conseillère municipale sur les cantines scolaires, et Sandra Krief, notamment sur la condition animale. Voilà, et notre troisième intervenante, c'est Stéphanie Anfray, qui est présidente de la FCPE en Gironde. Elle est enseignante aussi. Et sur la FCPE, elle est référente pour les questions de restauration collective, donc comme les cantines sans plastique et les menus végétariens. Voilà, donc merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté cette invitation. On est en live pour environ 1 heure. Et à tous ceux et celles qui nous regardent, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat Facebook. On y répondra au fur et à mesure. Donc, très rapidement, pour introduire le sujet, voilà, comme je le disais, les menus végétariens et la justice sociale sont souvent opposés. Alors, on a déjà vu là très rapidement avec Fatima Wassak que c'est souvent à tort. Et contrairement aux idées reçues, les études montrent que les ménages les plus riches consomment en moyenne moins de viande que les ménages les moins aisés.
Donc, le rôle de l'école, finalement, si on pense que c'est de garantir la justice sociale, de garantir un accès pour tous les enfants à une alimentation équilibrée, eh ben, ce serait aussi de permettre une diversification des protéines, des nutriments. Et en plus, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi toute la question de la laïcité qui mène beaucoup de villes à proposer des menus végétariens quotidiens pour ne pas stigmatiser les enfants selon leur confession. Voilà, donc c'est toute cette question qui est vraiment intéressante à creuser un peu et qui n'apparaît que très peu en fait dans le débat public, et c'est dommage parce que ça permettrait de faire le lien avec plein de sujets. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc voilà, les menus végétariens, pour commencer, ils créent beaucoup de réticences de la part d'élus, d'usagers, qui revendiquent notamment le fait que la cantine doit servir de la viande à chaque enfant. Fatima Wassak, lors de votre bataille à Bagnolet sur les menus végétariens, vous vous êtes fait traiter de communautariste, pardon. Vous allez nous expliquer pourquoi. Éric Piolle à Grenoble et aussi, je pense à la polémique à Lyon, par exemple, voilà, dans diverses villes, les écologistes aux manettes se font aussi traiter de Khmer vert ou d'écolos élitistes bobos lorsqu'ils prennent ce genre de décision. Alors, que répondez-vous aux critiques? Peut-être Fatima, pour commencer. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Alors, je ne sais pas si Fatima, je vois qu'elle s'est déconnectée. Est-ce que Alors, vous avez entendu la question? désolée, ça s'est déconnecté pendant quelques secondes. Ok. Est-ce que la question a été... C'est bon? Je vous Oui, laisse c'est bon. répondre peut-être? Ok. Alors, je n'ai pas entendu la question, pardon. Pardon. Alors, la question, je reprends. Donc, sur justement le fait que ça crée beaucoup de réticences, les menus végétariens. Lors de votre bataille à Bagnolet, vous êtes fait traiter de communautariste. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et puis, je faisais le lien aussi avec les maires écologistes qui se font traiter de Khmer ou d'écolos élitistes, bobos, enfin, ce genre de termes, lorsqu'ils prennent des décisions comme le fait de mettre des menus végétariens dans la cantine. Si on pense à la polémique à Lyon et puis même à Grenoble. Voilà. Donc, peut-être pour votre cas, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Ce que je réponds à ces critiques, je dis que ce ne sont pas des critiques qui sont honnêtes en réalité, parce qu'on parle de communautarisme. Tout à l'heure, vous parliez de laïcité, d'enjeu de laïcité. Pour moi, il ne s'agit pas, alors évidemment, il ne s'agit pas de communautarisme, le fait de demander à ce qu'il y ait une alternative végétarienne à la cantine, mais il ne s'agit même pas de laïcité. Moi, depuis le début, donc c'était en 2016, depuis le début, je pose la question de l'alternative végétarienne dans une perspective écologiste, dans une perspective de progrès social, avec des enjeux qui sont audibles pour tous, l'égalité de traitement, la justice sociale, la justice environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la maltraitance des animaux. Voilà, donc ça, ce sont des enjeux qui sont connus, qui sont communs, qui sont universels. Il y a largement de quoi travailler, largement de quoi entendre en fait ces revendications, les considérer comme légitimes. Elles n'ont pas été considérées comme légitimes pour ce qui nous concerne à Bagnolet, tout simplement parce que nous sommes musulmanes. Tout simplement parce que nous sommes dans un contexte qui est islamophobe et dans les organisations qui nous ont qualifiés de communautaristes, je précise que ce sont des organisations qui sont de gauche, qui se disent de gauche, que parmi les gens qui nous ont le plus qualifiés de communautaristes, on trouve des écologistes. Ça, je le dis, c'est important pour comprendre un petit peu, pour avoir une analyse pertinente. Enfin, plus on aura une analyse pertinente, mieux on saura comment réagir et lutter. Donc, c'est la gauche, ce sont plutôt des écologistes, en fait, qui refusent que des enfants, parce qu'ils sont musulmans, puissent être traités de manière égalitaire. C'est ça le débat, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, l'alternative végétarienne, ça pourrait profiter, entre guillemets, à ces gens-là, donc aux musulmans, et donc on va mettre sous le tapis nos velléités écologistes, on va mettre sous le tapis nos revendications écologistes, parce que ce qui compte quand même, c'est d'entraver cette population, donc musulmane, voilà, qualifiée comme telle, visiblement musulmane, c'est de l'entraver dans l'accès. Alors, visiblement, il y a un problème de connexion. Bon, alors Fatima va sans doute revenir.
Peut-être Éric Piolle, je vous laisse répondre déjà sur ma question et puis sur le fait que c'est les écologistes qui s'en sont pris à la question de la population musulmane qui n'avait pas forcément accès à la nourriture saine. Oui, difficile de répondre pour moi sur ce point-là. Je pense que évidemment, il y a les questions de discrimination sont prégnantes partout, hein, donc il faut les travailler, mais ça n'a pas été notre expérience à Grenoble et en fait, on n'a pas vécu de polémique au moment de la mise en route en 2016 des repas végétariens. Donc, ça n'a pas été un sujet, même pendant la campagne municipale, il n'y a pas eu de polémique autour de cela. Et donc, en pratique, ça s'est très bien passé, à la fois autour du goût pour les enfants, autour de voilà, ça a été fait et sans avoir le débat, même le débat conceptuel hein, autour de la question du bien-être animal ou la question des gaz à effet de serre ou la question du lien territorial aussi, hein, puisque l'objectif est de réduire la consommation de viande, mais également que ce soit une viande qui vienne d'éleveurs locaux et de petite taille. Hein. Vous savez que 60% de la viande qui est consommée en restauration collective vient d'élevage intensif et en plus même importé, hein, donc c'est carrément pas de la viande locale. Donc la dimension finalement de l'éducation et à travers l'éducation, faire des choses qui sont bonnes pour la santé, bonnes pour le climat, bonnes pour le bien-être animal, bonnes pour le lien économique, ça s'est fait naturellement. Donc c'est vrai que là, ça nous a fait les polémiques autour de ce qui s'est passé à Lyon sont pour nous totalement artificielles. Le maire précédent d'une autre couleur politique avait pris la même décision. Ce n'était pas des repas végétariens, c'était des repas sans viande pour simplifier la logistique. Et ça n'avait pas suscité de débat, donc il y a un souci de polémique. Voilà. Stéphanie Anfray, je voulais vous passer la parole, mais continuer sur une question un peu plus large. Pourquoi ce sujet, justement, il catalyse autant de crispations? Pourquoi, dans l'imaginaire collectif, les menus végés sont associés aux élites et non aux couches populaires? Et pourquoi on ne fait pas le lien comme ça avec l'égalité des chances? Alors, je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la perception et le débat qu'il y a ou pas d'ailleurs, hein, en fonction des territoires sur ces questions, si on est sur les restaurations scolaires par rapport au menu végétarien. Mais si on prend par exemple pour notre fédération, la question de la restauration scolaire, c'est un thème dans lequel on s'est engagé depuis très longtemps pour des questions d'égalité. Parce que c'est un temps, ce repas, c'est un temps de lien social déjà. C'est un temps où il y a un temps d'éducation aussi. C'est pour ça que d'ailleurs monsieur Piolle l'a souligné, il y a la question de l'éducation. C'est aussi l'éducation au goût. Oui, effectivement, dans certaines familles, on mange beaucoup de viande, on en mange trop. Et justement, c'est le temps de restauration, il doit être ce temps d'éducation pour montrer qu'il y a une autre alimentation possible. C'est aussi la diversité des repas pour permettre à tous les enfants justement de pouvoir manger. Il ne faut pas oublier justement par rapport à la question de la justice sociale, c'est que pour certains enfants, c'est le seul repas structuré de la journée. Donc c'est pour ça que c'est essentiel en fait cet accès à la cantine, à la restauration, et ça va aussi bien d'une alimentation diversifiée que la tarification, même si ce n'est pas le sujet bien évidemment de la table ronde. Et il y a aussi bien sûr autour des menus végétariens, et c'est pour ça aussi qu'on s'est investi sur ce sujet-là. Il y a une question de santé publique, la lutte contre le surpoids, contre l'obésité, la lutte contre la malbouffe, parce que aussi ça a été souligné pour cela, Grenoble fait partie entre guillemets des villes modèles, hein. C'est-à-dire il faut aussi une alimentation, c'est pas le tout d'avoir moins de viande, c'est aussi quelle alimentation d'une manière globale on a. Voilà. Et effectivement, c'est moins mais mieux. C'est du local, c'est une alimentation saine. Et c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de transition écologique. Tout cela, c'est pour cette raison qu'on a investi ce champ-là naturellement. On va revenir sur la question de la malbouffe dans un instant. Et moi, je me demandais, est-ce qu'à la FCPE, vous arrivez à faire entendre cette volonté auprès des usagers, des parents d'élèves,
pour porter des menus végétariens, ou est-ce que c'est compliqué parfois et pour quelles raisons? Alors, ça fait maintenant plusieurs années on est sur cette question des menus végétariens. On a été déjà au moment de la loi Egalim aux côtés de Greenpeace. On voit d'ailleurs que c'est de moins en moins un sujet problématique. Et puis aussi parce que les jeunes sont prescripteurs. Nous sommes parents d'enfants. Chez les adolescents, cette question de la transition écologique, la question du bien-être animal, elle progresse aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important ce menu végé, c'est que c'est un moyen aussi de changer les mentalités des adultes que nous sommes. Donc c'est en ça aussi que c'est important et on le voit dans les lycées. Ce sont les lycéens eux-mêmes qui portent de plus en plus l'important d'avoir une diversité de menus. Est-ce qu'à Grenoble, c'est le cas aussi, justement, qu'il y a des lycéens qui portent même cette question-là parce que je sais qu'à Grenoble, les jeunes sont très mobilisés aussi sur toutes les questions environnementales, notamment. Donc, est-ce qu'on Ouais, voit ça? alors j'ai pas directement de retour puisque c'est les conseils régionaux qui pilotent les lycées, mais je partage le fait que il y a une pression directement des jeunes qui va augmenter, qui va ne faire qu'augmenter, parce que aujourd'hui, c'est sûr que manger à la cantine pour tout un tas de jeunes qui sont végétariens, il faut non seulement des repas végétariens qui soient imposés. Ça, c'est le but de réduire la consommation de viande avec ses objectifs de santé, de gaz à effet de serre, de bien-être animal, etc. Mais il faut aussi des alternatives végétariennes tous les jours. Et donc, ça aussi, c'est important pour que la fréquentation des restaurations scolaires augmente. Et cette fréquentation, elle a vraiment augmenté. Sur Grenoble, ça a à peu près doublé en 20 ans. Moi, j'ai mes enfants, j'ai 4 enfants dont les aînés ont 23 et 21. À leur époque, c'était à peu près 30% des enfants qui mangeaient à la cantine. Maintenant, on est plutôt sur 60%. Donc, en 20 ans, ça a doublé pour des raisons sociologiques, de mode de vie, de plein de choses. Et cette génération, maintenant, a de plus en plus d'aspiration à réduire sa consommation de viande. Donc, l'alternative végétarienne tous les jours est importante, en plus des repas végétariens. Après, ce n'est pas sans poser problème. Nous, on a des problèmes maintenant on peut avoir des problèmes de marché public. On peut avoir des problèmes de confrontation avec certains autres de nos objectifs. Par exemple, dans l'équilibre des menus aujourd'hui, on est à un peu moins de 2 repas végétariens par semaine. Alors on est à plus dans les crèches, on est à 2,5 dans les crèches. C'est plus facile parce que dans nos crèches, on n'a pas une cuisine centrale, c'est chaque crèche qui cuisine. Donc il y a une partie aussi très éducative et puis locale qui est plus facile. Dans notre cuisine centrale, on va avoir des problèmes de marché public parce que les référencements bougent beaucoup encore dans ce marché du bio et du végétarien. Et donc, on a des problèmes de timing de référencement. On peut avoir des problèmes juste de structuration du marché. Le quinoa en plus de 1 kg, pour la restauration collective, il y a d'autres impacts. Quand on doit aller vers des céréales et des protéines végétales, souvent on peut perdre une autre dimension qui est la dimension locale, parce qu'on veut du bio, mais on veut du local. Donc, parfois on est obligé, parce que nos chaînes de production, la cuisine a été créée il y a 12 ans, elle n'est pas organisée pour pouvoir traiter les légumes directement. Donc, c'est des produits qui peuvent être déjà traités. Donc, parfois, les équilibres en graisse vont pas être bons. Donc, bref, il y a plein d'autres sujets connexes qui, aujourd'hui, nécessitent d'être dépassés, contournés ou nécessitent des investissements. On va faire des investissements lourds dans notre cuisine centrale d'ici 2025 pour cela, pour pouvoir aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui, et donc monter le nombre de repas végétariens et puis faire cette alternative végétarienne quotidienne. Merci beaucoup. Alors, Fatima a réussi à se reconnecter. Peut-être, si vous voulez compléter ce que vous disiez et puis réagir sur les propos d'Éric Piolle, Fatima, allez-y. Et puis, je passerai ensuite. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de questions déjà et puis j'ai encore beaucoup de choses à vous demander. Donc,
Donc, on va avancer, mais je te laisse la parole, Fatima. Oui, alors, oui, par rapport à ce que disait à l'instant Éric Piolle, effectivement, il y a des enjeux également d'ordre technique, on va dire, de mise en place de l'alternative végétarienne. Ça peut entraîner des problèmes voilà, d'adaptation, parce que c'est une expérimentation et qu'il faut pouvoir la mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Il y a effectivement des questions de marché public, mais en réalité… Voilà. On l'a reperdu. Bon. en- Ouais. Si, ça y est. Vous m'entendez? Oui? Vous ne Ouais. m'entendiez plus? Bon, je suis C'est vraiment bon, c'est bon. désolée, mais voilà, c'est la connexion ici qui n'est pas bonne. Je ne pensais pas avoir autant de difficultés. Je vais essayer d'être super courte et du coup super rapide, super synthétique, voilà, pour essayer de profiter du temps de connexion. Oui, je disais donc les problèmes techniques, soit. Donc effectivement, il y en a, mais très résiduels par rapport aux enjeux politiques. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. Par rapport aux enjeux politiques. À l'époque, en 2016, lorsqu'on a demandé l'alternative végétarienne à Bagnolet, avait été décidé et rapidement mis en place le changement en termes de rythme scolaire. Et ça demandait des changements alors en termes de personnel, de moyens humains, d'investissements qui avaient été aussi menés de la part de la collectivité territoriale, donc la mairie, qui était bien plus important que cette expérimentation, que ce dispositif d'alternative végétarienne. Et pourtant, ça a été décidé, il y a eu une volonté politique de mettre ça en œuvre, et donc, voilà, volonté politique qui s'est traduite par, voilà, par un changement radical en quelques semaines, quoi. C'est-à-dire que ça a été décidé, le changement des rythmes scolaires a été décidé en juin rapidement, et voilà, et tout avait été changé en septembre. Bon, et l'alternative végétarienne, on nous explique que ça prend du temps, que c'est compliqué, qu'il faut se former, que ceci, les agents, etc., etc. Non, je veux dire, s'il y a volonté politique, il n'y a pas de problème technique derrière. Mais il y a un problème politique. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, surtout que je n'ai pas beaucoup de temps. J'insiste sur le problème politique. Nous, à l'époque, donc en 2016, on a interpellé un certain nombre d'organisations parce qu'on a été très isolés. Alors, bon, la FCPE, je profite que Madame Anfray soit là pour dire que moi, j'ai commencé au sein de la FCPE avant d'avoir besoin de créer un collectif de parents à Bagnolet et ensuite le Front de Mer. Moi, j'ai commencé au sein de la FCPE par interpeller la FCPE sur la nécessité de revendiquer l'alternative végétarienne dans l'intérêt de tous les enfants. À la FCPE, j'ai été qualifiée de communautariste, d'islamiste, etc. en réunion publique. On a considéré que ce que je voulais, c'était le halal, pour vous dire le niveau. Oui, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait de l'islamophobie dans ces organisations. Oui, j'insiste là-dessus. Et moi, pour moi, voilà, on ne peut pas faire l'impasse de cette question-là. Elle est fondamentale. Mais c'est aussi de l'ignorance par rapport, voilà, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure en introduction, par rapport à cette question de la viande. Donc, nous, on avait organisé à l'époque un temps sur le mythe de la viande. Voilà. Et moi, j'entendais en réunion des gens m'expliquer que si les enfants pauvres ne mangeaient pas de viande à midi, ils allaient être carencés, ils allaient mourir, quoi. Il y avait un truc, une méconnaissance qui était incroyable. Il y a aussi, je pense, mais c'est lié, je pense, à la question de l'islamophobie, cette volonté en France d'intégrer, en réalité d'assimiler les populations qui viennent d'ailleurs, en l'occurrence d'Afrique, les assimiler par la viande. Enfin, et ça, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, il faut vraiment l'expérimenter. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc-là autour de si vous ne mangez pas de viande à la cantine, vous n'êtes pas un bon Français. Donc, pour être français, eh bien, il faut manger de la viande. Et ça, c'est unique au monde. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun pays au monde où on intègre, on assimile par la nourriture, par l'alimentation. Toute la question de la gastronomie française, etc. Alors, ce n'est pas que en lien avec la population immigrée. C'est, voilà, de manière générale, il y a une… Voilà, la nourriture, c'est important pour être français. Mais il y a quelque chose de spécifique vis-à-vis de cette population qui est musulmane. Et donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'islamophobie. Et elle est importante parce que je le disais au sein de la FCPE, je le dis aussi, on a contacté l'AVF et donc je suis obligée. Alors, je vous remercie de m'inviter à ce débat et on a organisé des choses ensemble avec l'AVF déjà il y a 2-3 ans déjà. On a travaillé avec la déléguée Camilla, la déléguée de l'AVF dans le 93, mais elle-même nous disait qu'elle n'avait été mise en contact, qu'elle ne nous avait repérés que parce qu'elle habite à Bagnolet, qu'on s'est rencontrés par hasard, etc. Ce n'est pas l'AVF qui a fait ce travail de venir vers nous, etc. C'est nous qui avons sollicité l'AVF. Je le dis, et je pense que ça doit être soumis à débat, et je pense que ça peut vous intéresser. Pendant 2 ans, on a sollicité l'AVF qui nous a répondu à l'époque, ça ne nous intéresse pas la cantine. Enfin, alors, l'AVF, je veux dire… C'était avant. Ouais.
Et je sais depuis, parce qu'il y a des gens au sein de l'AVF qui ont fait ce travail-là, donc qui ont changé ce rapport de force politique, je sais que se poser la question, à l'époque au sein de l'AVF, la question de la laïcité. Alors comme je l'ai dit… On va y revenir justement, peut-être, je voulais rebondir là-dessus. Je finis là-dessus pour dire que ce n'est pas la question de la laïcité. Ce n'était pas un débat sur la laïcité au sein de l'AVF, comme au sein de la FCPE, comme au sein de toutes les organisations dites progressistes. Ce n'était pas un enjeu de laïcité. L'enjeu, c'était un enjeu d'égalité de traitement. Est-ce que oui ou non, dès lors que l'alternative végétarienne peut profiter, peut bénéficier à des enfants musulmans, est-ce que oui ou non, on considère que c'est un enjeu d'intérêt général? C'est ça la vraie question qui se posait au sein de l'AVF, et c'est, je pense, la question qui se pose aujourd'hui, la question politique qui se pose aujourd'hui. Alors, merci Fatima. Je pense que Stéphanie et Eric vont pouvoir réagir à tout ce que vous avez dit. Mais je voulais justement rebondir sur une autre question que j'avais prévu de vous poser, qui est comment éviter que la question de la laïcité est justement centrale quand on parle de justice sociale dans l'alimentation scolaire, enfin en tout cas centrale pour certaines personnes, certains élus. Comment éviter que cette question soit instrumentalisée à des fins politiciennes qui vont desservir les usagers, et quels peuvent être les rôles des collectifs de parents et des élus pour porter les sujets de la justice alimentaire. Stéphanie ou Eric, je ne sais pas lequel de vous souhaite réagir sur tout ça. Peut-être d'abord rebondir sur le mythe de la viande dont parlait Fatima. On l'a vu là avec la polémique sur Lyon, c'est que le ministre de l'Agriculture a dit que c'était supprimer la viande de la cantine, c'était une mesure antisociale parce que pour les enfants pauvres, c'était là qu'ils mangeaient de la viande. Or, c'est exactement l'inverse, puisque la consommation de viande diminue avec le niveau d'aisance économique. Donc, on est vraiment dans un discours politique qui tord totalement la réalité des faits. En plus de nier la part de l'élevage dans les gaz à effet de serre, en plus de faire tout ça. Donc, effectivement, il y a plein d'instrumentalisation dans une société française qui est de plus en plus fracturée, et un débat public, on le voit en permanence, on l'a revu là avec la polémique sur Strasbourg et la mosquée, le financement de la mosquée la semaine dernière. On est dans un débat politique qui est de plus en plus fracturé et qui, du coup, instrumentalise des questions, et la question de la viande à la cantine est instrumentalisée. Et donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu cette expérience à Grenoble, parce qu'en fait, on l'a mis en place, c'était dans notre projet, et qu'il y a eu zéro débat politique, y compris de nos oppositions politiques. Donc, ça n'a pas fait l'objet de conflits ou de débats, ni de parents d'élèves, ni de personnes. Donc, on avance à la vitesse à laquelle on peut, plutôt sur nos moyens financiers et l'évolution et les moyens techniques dont je parlais tout à l'heure. Mais clairement, c'est une réalité ailleurs, évidemment. La question économique, tout est avancé. Dire, le prix du bio va être mis en avant également pour freiner la part du bio, alors que, pour vous donner une idée, un repas à la cantine, ça coûte à Grenoble 11,80 €, ça coûte 11,80 €, dont à peu près 3 € d'aliments. Le reste, c'est des coûts humains, de préparation, de distribution, de services, de surveillance et d'accompagnement des enfants, etc. Donc, la part en fait des aliments dans le coût de la cantine est extrêmement faible, c'est à peine un peu plus d'un quart. Donc, il n'y a pas d'objet économique, et réduire la part de viande permet là, de faire baisser un petit peu ce coût d'aliments, et donc d'augmenter le coût du bio. Donc, évidemment, on ne peut pas laisser ces questions de côté. Sur les questions du halal, là aussi, on voit l'instrumentalisation politique, puisque c'est des sujets sur lesquels les collectivités, très largement, dans leur plus grand nombre, qu'elles soient d'ailleurs que toutes tendances politiques confondues, avaient trouvé des solutions concrètes qui ne posaient pas de problème. Là, on voit revenir ces débats politiciens autour de ces questions-là depuis quelques années. Donc, il y a clairement un conflit politique derrière, sous-jacent, qui peut se percevoir en fonction des situations locales, plus ou moins. Alors Stéphanie, peut-être si vous voulez réagir aussi. En complément. Est partie malheureusement. Mais... Oui, bon.
C'est effectivement ça, c'est qu'on a une instrumentalisation, enfin, de l'assiette. Enfin, je veux dire, c'est clairement ça aujourd'hui. Et en fonction des territoires, on va avoir des crispations ou pas. Enfin, je veux dire, la réalité, elle est là. Pour notre fédération, c'est très clair. Hein. Bon, Fatima est pas là, mais je l'ai dit aussi tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, enfin, que ce soit au moment de la loi Egalim, en 2010, enfin, même en amont de la loi Egalim, qu'aujourd'hui, nous militons pour l'introduction de menus végétariens, d'accord, et nous militons aussi pour la question du choix tous les jours, c'est-à-dire la question de la diversité. Cette diversité pour permettre au plus grand nombre, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, je le souligne, pour que le plus grand nombre d'enfants, et Éric Piolle le souligne bien, ça marche, c'est effectif, le plus grand nombre d'enfants puissent avoir accès à la cantine pour ces questions de justice sociale, parce qu'il y a ce fait que des enfants ne mangent pas, n'ont pas de repas structurés tous les jours pour certains chez eux, parce qu'il faut cette éducation au goût pour des questions de santé publique. Voilà. Et effectivement, cette question d'égalité, de vivre ensemble, il faut qu'il y ait ce choix. Merci beaucoup pour ces réactions. Je vais passer à une autre question, et en fait ça rejoint une question qui nous a été posée dans le public. Alors je vais vous la lire et voilà, vous l'avez sur le chat Zoom, mais la première question qui nous a été posée: est-ce qu'il y a des habitants qui se plaignent de l'introduction des menus végétariens? Parce que contrairement à ce qu'on relaie dans certains médias, d'après cette personne, les sondages montrent que les personnes sont en fait plutôt largement favorables. Et ça me permet de tout de suite enchaîner sur un peu un bloc d'idées dont je voulais vous faire parler, qui est de savoir comment concrètement on fait pour que ce sujet de la végétalisation des menus soit approprié par les classes populaires, parce que finalement c'est les premières concernées, comme on parlait du fait que c'est les ménages les plus riches qui mangent le plus de fruits, de légumes et le moins de viande. Donc en fait les classes populaires seraient les premières bénéficiaires d'une végétalisation des repas à la cantine. Donc voilà, comment on fait pour que ce soit approprié, sachant que d'après du coup cette personne, vous le confirmerez ou non, enfin nous on peut le dire déjà qu'effectivement la plupart des parents d'élèves, on le voit à la VF, sont plutôt favorables à l'introduction d'une option quotidienne végétarienne, sachant que c'est une option justement, donc ça laisse la liberté du choix. Je ne sais pas, Éric Piolle peut-être, ou c'est toi comme vous voulez. En fait, tout dépend d'où part l'initiative. Bon, de fait, je confirme qu'on a eu 0 plainte de parents d'élèves, donc ça n'est pas un sujet pour nous. Et par ailleurs, en fait, ça dépend s'il y a un portage politique de cette question, ce qui a été notre cas à Grenoble en 2014, ou si au contraire, ça n'est pas dans le radar des élus. Et donc là, ça veut dire qu'il faut une mobilisation des parents pour s'intéresser à cette question. Ou, troisième cas, il y a un frein idéologique, c'est même pas que ce n'est pas dans leur radar, c'est qu'il y a un frein idéologique pour les raisons qu'expliquait Fatima tout à l'heure. Donc on a 3 configurations, mais à partir du moment où il y a un portage politique des élus dans les mairies qui bougent, et on verra si après il y a différentes tendances politiques qui porteront très largement cela. Mais la logique voudrait qu'on ait un certain nombre de municipalités qui soient un peu à la pointe, d'autres qui vont suivre parce que finalement c'est extrêmement consensuel dans la population. Donc ça va suivre toute tendance politique confondue. La question c'est à quelle vitesse ça va suivre. Et finalement, l'objet du débat public et l'objet de la loi, de la montée en charge de la loi, ça va être de gérer cette conduite du changement et d'essayer d'accélérer cette conduite du changement pour des raisons de santé, et de tout ce qu'on a dit, de santé, de social, de gaz à effet de serre, de bien-être animal également. Mais pour ça, on voit qu'il y a des freins là. Les propos de Julien de Normandie montrent bien qu'il y a des freins qui sont idéologiques, puisque dire que réduire la part de viande à l'école, c'est une aggravation des situations sociales, c'est exactement l'inverse. Il faut savoir que dans les spectres notamment les corrélations avec les degrés d'études, qui se traduisent souvent par des situations, des écarts de situation économique marqués, le taux d'obésité va de 1 à 3. Donc, si, grosso modo, vous avez comme plus haut niveau de diplôme le brevet ou moins, vous aurez 3 fois plus, statistiquement, il y a 3 fois plus d'obésité que pour ceux qui ont Bac+4 et plus.
Donc, l'école doit corriger. Un des objectifs de l'école majeur, c'est de corriger les conditions initiales, les inégalités de vie initiales. Donc, l'école doit se saisir de cette question de façon majeure. Bah, justement, Stéphanie, si vous voulez justement réagir notamment sur la question de la malbouffe, que j'allais en parler après, mais je sais que pour vous c'est important, tout ce qui est obésité, en quoi la végétalisation de l'alimentation au milieu scolaire permet de lutter aussi contre des inégalités en termes de malbouffe et de santé. Parce que c'est là aussi ce qui a été souligné précédemment, c'est-à-dire qu'on a cet écart et quand on regarde les études, non seulement entre notre origine sociale, le risque de surpoids et d'obésité, il n'est pas le même, et quand on regarde en détail, c'est par exemple justement la question de la consommation de légumes. Et là, il y a un écart important. Donc, pour le coup, la végétalisation de l'alimentation à la restauration scolaire, c'est un levier important justement pour la question de santé publique. Mais il y a aussi, je le disais tout à l'heure, il y a l'éducation parce que c'est un travail de coéducation mais aussi de partenariat. C'est-à-dire que oui, quand c'est un vrai choix porté par les politiques publiques, ça avance, mais c'est aussi travailler avec les familles, parfois justement autour d'éducation au goût. Ça aussi, c'est justement l'enfant prescripteur, c'est un élément important. Je prends un exemple tout bête, on peut imaginer des ateliers aussi, parce que le temps, des ateliers au goût sur notre pomme locale, c'est aller visiter, c'est des exemples tout bêtes, hein, mais aller visiter le producteur local et puis après la pomme qu'on a dans notre assiette, on ne la voit plus nécessairement de la même façon. On peut imaginer aussi des ateliers d'éducation au goût à l'image de, vous savez, la main à la pâte pour les sciences. On peut avoir la même chose au sein des communes autour de la cuisine. Et c'est aussi un élément de lien social entre les enfants. Ça peut même, puisque tout à l'heure vous l'avez abordé, sur l'égalité, même filles-garçons, sur cette question-là. Voilà. Et dernier point, oui, la lutte contre la malbouffe, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est quelle cantine, ça c'est le dernier point, quelle cantine on veut, bien sûr, parce que on a des systèmes de restauration qui sont parfois à l'échelle de l'agro-industrie, donc il faut aussi du local, ça aussi c'est important. Et c'est sûr qu'en termes d'appel d'offres, ça devient un peu parfois, on pourrait dire quasi schizophrène, hein, je pense, pour l'élu, à la fois il y a l'enjeu du bio, il y a moins de viande, mais il faut, voilà. Si c'est pour avoir, je schématise, mais le livre noir des cantines le rappelait bien, la boulette de soja qui a traversé la moitié de la planète, c'est pas ça aussi qu'on veut. Et justement, lutter contre le surpoids et l'obésité, c'est moins de produits, et clairement moins de produits transformés et plus de produits bruts. Alors, sur la question de l'éducation. Pour rebondir là-dessus, dire que l'éducation à l'alimentation peut être un moyen pour nous de contourner les marchés publics. Alors, évidemment, pas sur toutes les céréales, nous, on n'a pas trop de céréales autour de chez nous. Par contre, sur les pommes, c'est ce qui nous permet d'avoir des pommes locales, c'est qu'on demande aux fournisseurs de venir faire des exposés dans les classes. Donc là, ça va freiner la pomme qui vient de l'autre bout du monde, parce que envoyer quelqu'un dans les écoles de Grenoble pour faire de l'éducation à l'alimentation, ça va les motiver moyen. Intéressant comme perspective. Effectivement, nous, l'éducation au goût, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et on en a parlé hier avec des intervenants, des cuisiniers notamment. C'est vraiment une question dont beaucoup de mairies et d'acteurs, actrices de la restauration collective se saisissent, mais la question des marchés publics est intéressante aussi. Et peut-être Fatima Wassak, si vous voulez revenir sur ma question initiale, sur comment concrètement s'approprier en tant que parent d'élèves et en tant que aussi classe populaire, cette question-là de l'alimentation, du droit à une alimentation saine et donc de la végétalisation des menus. Alors, je me permets, si vous le voulez bien, déjà de refuser en fait la question telle qu'elle est posée, si vous permettez. C'est vraiment pour, encore une fois, soumettre à débat, parce que je pense qu'il faut une analyse juste là-dessus pour mieux avancer. Lorsque vous posez la question de savoir comment les classes populaires peuvent s'approprier la question, vraiment je suis bien placée pour dire que c'est une erreur d'analyse, c'est-à-dire que vous donnez l'impression que des organisations, alors ça peut être l'AVF, ça peut être la FCPE, ça peut être ELV, des organisations politiques, à
associative, militante, se penche sur les classes populaires pour les éduquer, faire en sorte qu'elles s'approprient quelque chose qui aurait été pensé en dehors donc, des classes populaires. Il y a comme ça un mouvement en fait des organisations politiques vers les pauvres classes ouvrières populaires qui en fait ne sont pas conscientes de l'enjeu écologique, environnemental, maltraitance des animaux, etc. etc. Est-ce que je peux juste répondre très rapidement? Non, si vous le permettez, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Non, mais je trouve que c'est intéressant et j'ai la façon dont vous pensez, mais moi, je voulais juste te dire que je n'ai pas pensé... Enfin, le mot approprié n'était peut-être pas approprié, c'est le cas de le dire, mais effectivement, moi, ma question, c'était comment faire justement pour éviter ce genre de choses. Donc, allez-y, répondez-moi. Je vais vous répondre, mais non, le terme approprié est problématique, je vous le dis. C'est-à-dire que si on prétend parler d'écologie populaire, vraiment, il faut redéfinir les termes, il faut redéfinir les termes du débat. Ce qui s'est passé à Bagnolet, c'est que nous, on a fait un sondage, par exemple, en 2016, un sondage qui a montré que 96% des gens, voilà, des gens lambda, dans la population bagnoltaise, 96% des gens étaient favorables à une alternative végétarienne dès lors qu'elle était bien expliquée. C'est-à-dire que dès lors qu'on leur disait, voilà, on ne va pas imposer la charia à l'école, on ne va pas obliger tous les enfants à manger végétarien. C'est-à-dire que dès lors qu'on revenait sur de l'idéologie, sur des mythes, etc., en fait, les gens, quand on leur explique, c'est simple, ils sont pour l'alternative végétarienne, c'est un choix. Donc, 96%, pour répondre à une partie de votre question tout à l'heure, 96% des parents à Bagnolet étaient, et c'était tous les profils sociologiques, on a été dans tous les quartiers de Bagnolet, populaires comme pavillonnaires. Bon, ça c'est une chose. On a mené une démarche d'éducation populaire, on n'a attendu ni la FCPE, ni la VF, je me permets de le dire, hein, ni ELV, etc. On a mené une démarche d'éducation populaire, on a fait des conférences, on a fait des ateliers, nous, pauvres petites classes populaires, nous, pauvres petits parents immigrés, voilà. Et ça, je le dis, on n'a attendu personne. Au contraire, c'est pour ça que j'insiste sur la formulation de la question, au contraire, nous avons été entravés. C'est-à-dire que jusqu'à la veille parfois de conférences et d'ateliers qu'on devait organiser dans les centres sociaux, jusqu'à la veille, on pensait organiser dans tel centre social et on avait la légitimité pour le faire puisqu'on était une association de parents bagnoltaises. Jusqu'à la veille, on pensait le faire. C'était annulé pour des raisons de travaux, etc. On a été entravés par les organisations qui prétendent aujourd'hui venir nous éduquer. Et donc, c'est important de dire que l'écologie populaire, c'est ne pas entraver la classe populaire qui agit sur des enjeux, encore une fois, d'égalité, de justice sociale, etc. Dans la classe populaire, les gens, ils sont comme vous. C'est-à-dire qu'ils veulent que leurs enfants puissent grandir heureux, puissent être respectés, puissent manger correctement, puissent respirer correctement, mieux, parce qu'il se trouve que c'est dans la classe populaire que les enfants mangent le moins bien, respirent le moins bien, ont moins accès à la santé, ont plus de problèmes d'obésité, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison que dans la classe populaire, on ne veuille pas être écologiste. Voilà, écologiste, ça veut dire bien respirer, mieux manger, etc. Simplement, on les empêche, et c'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui en France, majoritaire, c'était une écologie de classe, avec ce discours qui consiste à dire les pauvres classes populaires, comment on fait pour les éduquer, comment on fait pour qu'ils s'approprient ces enjeux-là. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et encore une fois, je suis bien placée pour en témoigner, puisque j'ai mené cette lutte-là, y compris contre les entraves qui nous étaient imposées. Maintenant, je parle bien d'organisations militantes, associatives et politiques. Je ne parle pas, effectivement, pour répondre à la question qui était posée dans le chat, des gens, en fait, de la société civile, où là, on avance. Là, parce que alors, nous, il nous a fallu 5 ans pour que l'alternative végétarienne soit mise en place à Bagnolet. Ce n'est ni grâce à la VF, ni grâce à la FCPE, ni grâce à ELV, parce que alors là, par exemple, il y a l'alternative végétarienne. Non, mais je me permets de le dire quand même. Il y a l'alternative végétarienne, par exemple, votée à Bagnolet. Je salue le maire de Bagnolet. Voilà, moi, je suis plutôt une anti-PS primaire, mais il se trouve que c'est un maire PS qui l'a mise en place. Et donc, je le salue parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions politiques. Donc, moi, je suis une militante politique. Moi, quand les élus font leur travail, signent l'alternative végétarienne, je salue ça. Maintenant, je tiens à remarquer que ni la FCPE, qui est présente pourtant à Bagnolet, n'a salué ça. C'est-à-dire qu'elle ne se réjouit pas. Alors moi, je veux bien entendre des discours comme ça, très théoriques et très nationaux. On va peut-être laisser nos deux autres intervenants réagir. Je pense que vous avez dit des choses... Pour dire qu'on avait gagné, qu'on avait... Non, mais c'est important de dire que... Oui, j'ai bien entendu. Mais est-ce qu'on peut... elle gagne. Et c'est ça l'écologie populaire, si vous permettez. L'écologie populaire, c'est faciliter, créer les conditions pour que la classe populaire, en fait, puisse mener des luttes pour ses gosses, en fait, grosso modo. Voilà, donc il ne s'agit pas d'appropriation. Et ça marche. Et ça marche, la preuve, on a gagné. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être, si vous voulez réagir, Éric Piolle, sur la question de l'écologie, justement, et puis Stéphanie sur la question de la FCPE, et puis je vous laisse quelques minutes, et j'ai une dernière question ensuite à vous poser avant les questions du public. Donc,
Oui, non, je partage ce qu'a dit Fatima Ouassak. Ce n'est pas parce que notre expérience à Grenoble sur cette question-là, du végétarien à la cantine, ne relève pas de ce champ-là, parce qu'il y a eu un portage politique par les élus, que ce n'est pas un phénomène qu'on voit se reproduire et qui n'est pas aujourd'hui un phénomène qui pose un problème réel dans notre capacité à transformer la société. Je dis souvent qu'on ne pourra pas transformer la société avec les élites, même s'il y en a de moins en moins qui gagnent dans ce système, que le pourcentage de ceux qui gagnent dans le système aujourd'hui se réduit, mais il n'empêche que l'écologie a besoin d'être populaire et elle ne peut pas être ce côté populaire, ce n'est pas un côté populaire surplombant, c'est un côté d'éducation populaire où nous avançons tous ensemble. Donc voilà, je partage le constat qui a pu être fait à Bagnolet et qui doit se répéter dans un certain nombre de cas et qui se répète sans doute également à Grenoble dans d'autres domaines que celui que nous abordons aujourd'hui. Stéphanie, allez-y. Oui, bah, nous, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si Fatima était là, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la loi Egalim, la FCPE, que ce soit au niveau local, et je suis désolée des problématiques qui a pu se passer sur sa commune, mais je veux dire, au niveau de la FCPE, on milite bien pour la diversification, la question du choix. Donc, je le redis. Et puis après, nous sommes, il y a des problématiques qui peuvent se poser sur certains territoires, mais nous travaillons en fait sur cette question, je veux dire concrètement, de choix, sur ces questions d'égalité, etc. Enfin, je veux dire, voilà, je rejoins les propos des uns et des autres. Il n'y a pas de souci. Et notamment sur la lutte contre les discriminations dans leur ensemble. C'est aussi un combat de la FCPE, et y compris sur le terrain. Merci beaucoup. Je suis ravie en tout cas que ça suscite le débat, ce genre de questions. On est là pour ça. Vu que l'heure tourne, je vais vous poser ma dernière question et ensuite on passera aux questions du public. Je vais savoir si selon chacun d'entre vous, il faut faire le lien avec d'autres sujets. Je pense au féminisme pour Fatima Ouassak, à la santé environnementale, à la justice climatique, à la santé publique, à l'économie aussi, je ne sais pas, à la souffrance animale, pour fédérer le public autour de l'enjeu de la justice sociale dans la restauration collective. Et si oui, selon vous, qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous avez fait peut-être sur le terrain, chacun d'entre vous? Alors, je laisse la parole à Éric Piolle pour commencer. Moi, j'ai tendance à dire que l'action déborde du cadre de la pensée. Et une action peut appartenir à des imaginaires divers. Donc l'approche, en tout cas qui est la nôtre, sur cette question-là, mais ça a été la même chose sur la publicité, quand on a décidé d'arrêter notre contrat publicitaire avec Decaux. Ça n'est pas d'avoir une approche idéologique où on définit les raisons pour lesquelles on veut bouger et puis après on bouge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là sur la réduction de la viande qui va appartenir à plein d'imaginaires. Ça va appartenir à, et donc en fait aborder la question par du concret, le concret de notre vie quotidienne. C'est ça qui nous donne de la force, d'abord pour avancer, c'est ça qui fédère. Et après, chacun va se fédérer autour du sujet avec sa problématique. Donc, ça peut être une problématique environnementaliste de lutte contre le gaz à effet de serre, ça peut être une problématique de conditions animales, ça peut être une problématique juste de l'accès à la cantine pour des raisons religieuses ou pour des choix alimentaires et des convictions alimentaires. Ça peut être cette dimension de santé, cette dimension également financière. Donc, tout est bon et je ne crois pas que nous ayons à définir quel est le cadre idéologique qui nous permette d'agir. Donc, avoir une raison pour agir, c'est ça qui permet de fédérer des gens très différents. Et il me semble que ça peut permettre de résoudre en partie les problématiques dont parlait Fatima, ou de débloquer des conflits politiques dans d'autres sujets. Parce que quand on va parler, je prends un autre sujet sur l'énergie, par exemple, vous voyez la violence des débats qu'il peut y avoir à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à Grenoble. On a investi pour que l'on puisse produire l'équivalent de notre consommation électrique de la ville de Grenoble en énergie ni fossile ni nucléaire. Ça a été là aussi consensuel. Il n'y a personne qui nous dit que nous ne devrions pas faire ça ou que c'est idéologique ou quoi que ce soit. On le fait, c'est concret, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et c'est ça qui est intéressant avec l'alimentation. C'est que l'alimentation, la mobilité, le logement, la santé, l'éducation, c'est des sujets de la vie quotidienne qui sont très concrets
et qui, en plus, ont des corrélations, c'est les sujets qui ont le plus de corrélations avec les problématiques de gaz à effet de serre et avec les problèmes d'inégalité sociale. Et ce n'est pas étonnant, puisque c'est les mêmes logiques prédatrices sur l'environnement qui explosent la planète et qui explosent notre corps social et qui accentuent les inégalités. Donc, c'est pour ça que l'écologie, elle est fondamentalement sociale et environnementale et démocratique. Parce que en fait, c'est les mêmes mots qui vont générer des racines de prise de pouvoir et de captation du pouvoir par quelques-uns, une logique d'attaque sur la biodiversité et le vivant et de privatisation des biens communs et des inégalités sociales qui se tendent et s'accentuent. Et puis ça va ne faire qu'exploser cette année avec la crise du Covid, y compris pour la question des femmes, où je pense que les inégalités femmes-hommes vont exploser en matière d'accès à l'emploi avec la crise du Covid. Donc, on voit bien que tous ces sujets de justice sociale, climatique, féministe, etc. sont vraiment liés. Fatima, peut-être en quelques minutes aussi, si vous voulez réagir à ma question. Oui, bah dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a un rapport de force politique, je trouve, moi, dans la société civile qui est beaucoup plus favorable. Et je disais tout à l'heure, hein, il faut le dire, mon propos peut paraître un petit peu négatif, alors qu'en réalité, il traduit un enthousiasme en fait de voir que les rapports de force politique ça fonctionne, l'auto-organisation ça fonctionne malgré tout. Donc j'étais obligée de dire qu'en fait il y avait des entraves, mais malgré tout ça fonctionne. Moi je sens dans la société civile une radicalité maintenant sur des questions d'égalité, de traitement, de justice sociale, de justice environnementale. On arrive à travailler ensemble, justement, on arrive à ne pas être piégé par les polémiques stériles auxquelles on a été habitué depuis déjà de nombreuses années. Donc, je l'ai dit, hein, sur les questions de laïcité, les questions d'islam, de communautarisme, etc., ça nous a quand même beaucoup, beaucoup handicapés, beaucoup, beaucoup paralysés, isolés les uns des autres, etc. Moi, je vois en ce moment à quel point, dans la société civile, on arrive à travailler ensemble, et ça, il faut le dire, enfin, à quel point c'est important, c'est parce qu'à un moment donné, quand même, il faut le dire, c'était désespérant hein, de voir à quel point on était divisés. Là, aujourd'hui, on arrive à travailler ensemble, on arrive à obtenir des résultats. Moi, je crois en l'auto-organisation, notamment dans les quartiers populaires de la classe populaire. Voilà, je crois en l'éducation populaire. Il faut travailler ensemble, il faut se former, il faut éduquer nos enfants ensemble. Voilà. Et ça, je vois que ça marche de plus en plus. Dernier mot sur l'écologie, comme sur le féminisme, comme sur l'antiracisme, comme sur l'anticapitalisme, je suis aussi anticapitaliste, je pense qu'on peut assumer aujourd'hui d'être radical, c'est-à-dire être à l'offensive, ne pas se laisser piéger par des débats polémiques. Ça, il ne faut même pas les calculer. Moi, je ne les ai jamais calculés de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours refusé, moi, de parler de laïcité, de parler, par exemple, sur l'alternative végétarienne, de parler de communautarisme, etc. Parce que je sais qu'on ne s'en sortira pas. C'est vraiment une manière, d'une part, de faire diversion, d'autre part, de ne pas avancer, de ne pas poser la question de l'égalité et du progrès social. Il ne faut pas calculer ce genre de choses, mais il faut avancer. Voilà, il faut travailler avec les gens honnêtes, des gens qui veulent remettre en question le système d'oppression, qui veulent changer la société, encore une fois, pour plus d'égalité, pour plus de respect de la dignité humaine, pour plus de respect du vivant, des trucs très, très simples, en fait, pour nos enfants, et s'organiser en la matière de manière offensive. Voilà, donc un féminisme offensif, une écologie offensive, un anticapitalisme offensif, assumer, voilà, essayer de travailler ensemble. Alors, je le dis à l'AVF, comme je dis à la FCPE, comme je le dis à monsieur Éric Piolle, à ELV de manière générale, on arrive quand même à travailler ensemble. Je ne me désespère pas, moi, des alliances politiques, du rapport, y compris avec les acteurs institutionnels. La preuve, c'est qu'on se parle, on débat, etc. C'est pas parce que je suis lucide et bon, voilà, intransigeante sur ce qui s'est passé, sur les entraves qui ont pu être menées, que ça veut dire que je considère qu'on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas avancer. Au contraire, voilà, moi je pense que c'est un rapport de force politique qu'il est de plus en plus favorable. On a par exemple avec l'AVF eu un partenariat, je crois il y a 2 ans, on a organisé des temps ensemble, c'était AVF avec Greenpeace. Je salue Laure Ducot qui a vraiment beaucoup travaillé aussi à cette mise en lien, avec Attaque également, etc. Donc simplement il faut poser les choses, quoi. Il faut dire voilà quelle écologie on veut, voilà, il faut mettre au cœur de cette écologie la question de l'égalité, la question de la justice sociale. Et donc voilà, donc très enthousiasmant tout ça. Merci beaucoup. Alors Stéphanie, je vous laisse conclure peut-être. Oui, je crois qu'on est tous,
présents là, animés par cette volonté, je veux dire, de changer les choses. Et on les changera, là j'en suis, enfin je veux dire, notre fédération, et j'en suis intimement persuadée, que parce qu'on est sur des logiques de partenariat. Sur des actions aussi qui vont être locales. On a un rôle, je dirais, de poil à gratter en tant que parents. En tant que collectif, on peut faire bouger les lignes, on peut être à la fois aussi éveilleur de conscience. Tout ça, c'est notre rôle, aussi bien, je dirais, en tant que parents, constitués en association ou en collectif. Voilà, ça c'est un élément à avoir en tête, et on le voit bien, nous on s'est mobilisés par exemple avec d'autres, c'est la naissance du collectif Cantine sans plastique. Voilà, et qui a été très clairement un moyen de faire bouger les lignes en termes de restauration. Mais bien sûr que cette question de la restauration, elle rentre dans la question d'égalité, on l'a dit, elle rentre dans la question de la santé environnementale d'une manière générale. Et là, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là en matière de santé environnementale. Grenoble est encore, je pense, enfin, pas le seul, mais un modèle à ce niveau-là, mais c'est un élément important à prendre en compte, cette santé environnementale et la lutte contre toutes les formes de discrimination, parce que toutes les politiques publiques, elles doivent être liées, et derrière cela, c'est quel avenir, justement, on veut pour nos enfants. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion positifs, et puis quand même assez, je trouve que c'est assez optimiste, et ça donne envie de se mobiliser. On a eu pas mal de questions du public, c'est ce que je disais, mais qui sont notamment sur la loi Egalim et sur... alors, je vais les reprendre très rapidement parce que c'est des questions pas directement en lien avec le sujet. Mais est-ce que la loi Egalim est obligatoire dans les collèges et lycées? J'ai un peu Stéphanie Onfray a dit oui. J'ai un peu répondu, Oui, voilà, au fur et à mesure. Oui, eh bien, alors oui, la loi Egalim est obligatoire, hein, c'est un menu par semaine végétarien. Alors, c'était au choix, c'est toute la subtilité qui peut parfois amener à des questionnements, c'est-à-dire que soit il y avait un menu, voilà, et ça du premier degré au collège-lycée, soit un menu végé pour toutes et tous, soit en fait la collectivité pouvait laisser le choix. Voilà. Donc, c'est cette petite subtilité. Comme je le soulignais, il y a eu quelques velléités, et là, c'est vraiment la politisation de l'assiette de nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a quelques collectivités qui ont vraiment fait de l'obstruction, qui ont refusé. Voilà, je prends l'exemple du conseil départemental du Cantal, par exemple. Voilà, merci. Et une autre question sur comment se mobiliser si on est collégien, collégienne. Alors, il y a une personne qui dit que sa fille fait partie d'un groupe d'éco-délégués et qu'elle ne sait pas trop comment agir, que les gens ne l'aident pas beaucoup. J'en profite pour dire que nous, à l'AVF, avec Greenpeace, hein, on a un groupe... Enfin, on aide des lycéens et des lycéennes à se mobiliser, donc, ou même des collégiens, collégiennes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse. Peut-être on va mettre l'adresse email dans le chat. Enfin, voilà, c'est sur, en tout cas, VG Cantine. Vous pouvez, si vous allez sur notre site vgcantine.fr, vous trouverez toutes les informations. Je vois que Stéphanie veut peut-être ajouter un petit mot avant de Oui, finir. c'est justement là aussi les collectifs. Je pense que les jeunes, il ne faut pas qu'ils hésitent à se tourner vers vous, vers Greenpeace, vers Youth Climate quand il y a des groupes locaux. J'imagine qu'à Grenoble, j'avais eu l'occasion de les rencontrer quand on était venu pour notre congrès. À Bordeaux, d'où je suis originaire, il y en a. Il ne faut pas hésiter pour les jeunes, en fait, qui voient les structures. Parce qu'après, ce n'est pas le sujet, mais les éco-délégués... Voilà. Oui, moi, je pense qu'il faut démarrer, pour les jeunes, il faut démarrer par l'activisme. Hein. Finalement, leurs problématiques vont être assez similaires en termes de à quel mur ils risquent de se confronter, vont être assez similaires à s'exprimer tout à l'heure Fatima pour les milieux populaires ou les personnes qui ont un lien avec l'immigration. Et donc, moi, je pense qu'il faut se mobiliser directement, commencer. On apprend l'activisme, hein, on l'apprend par l'action. Voilà, donc démarrer, et puis ça fera émerger le sujet. Et en plus, c'est le bon moment parce que, comme on l'a, je crois, tous dit, hein, cette question-là devient de plus en plus consensuelle. Donc maintenant, il reste à faire bouger les institutions quand elles ne veulent pas bouger elles-mêmes, ou même si elles veulent et qu'elles ont d'autres priorités qui font qu'elles décalent ce mouvement.
Donc, il y a cette mobilisation qui est forte, qui est importante. Et puis après, se trouve vite la question des relais. C'est pour ça que les organisations sont importantes. C'est que, évidemment, les parents d'élèves comme les élèves Oui. eux-mêmes ne font que passer dans les écoles, les collèges, les lycées. Et donc, les institutions, on peut avoir tendance à les laisser passer. Et donc, si vous avez une mobilisation, vous dites, bah, ceux-là, ils seront partis l'année prochaine. Donc, il suffit juste de temporiser. Donc, c'est en cela que les structures et les organisations permettent là la permanence des combats et le relais des combats qui parfois mettent un peu de temps avant d'être gagnés. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'à nous, à l'AVF, on est vraiment très contents de la mobilisation des lycéens. On est assez impressionnés, en fait, parce que nous-mêmes, il y a quelques années, en tant que lycéennes et lycéens, on ne se mobilisait pas autant pour les menus végétariens, pour le climat, etc. Donc, on est ravis de le constater sur le terrain. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, parce qu'on a vraiment tout un pôle dédié à aider les jeunes qui souhaiteraient se mobiliser pour des menus végétariens dans leur cantine. Un grand merci Stéphanie, Fatima et Eric d'avoir accepté cette invitation. C'était un débat très riche et assez animé. Donc merci beaucoup. Merci de l'invitation.